Cette vidéo a été enregistrée lors de l'un de nos midis politiques, un espace qu'on a créé pour mieux comprendre et s'éduquer ensemble sur les enjeux politiques qui touchent les jeunes. Ce jour-là, on discutait du rapport du comité des sages. L'objectif principal du comité était de dresser un portrait de la réalité québécoise en matière d'identité de genre, d'analyser les politiques publiques en place. Les jeunes présentes au Midi-Pôle ont trouvé pertinent qu'on vous partage cette présentation. Petite mise en contexte. À l'automne 2023, un scandale éclate avec l'appellation MX d'une enseignant-enseignante. Une série de manifestations et contre-manifestations autour de l'enseignement de l'idéologie du genre dans les écoles a lieu. Ensuite, le 5 décembre 2023, mise sur pied du comité des sages sur l'identité de genre, supervisé par le ministère de la Famille. En mai 2024, Drainville dit qu'il n'y aura pas de toilettes mixtes dans les écoles, sans attendre les résultats du comité des sages. Puis, le 30 mai 2025, le comité des sages dépose un rapport de 300 pages sur leurs recommandations dans une conférence de presse. La composition du comité de sage en tant que tel inquiétait parce qu'il n'y a pas personne de concerné. Puis, il y avait deux personnes, pour nous, il y a deux personnes aussi du côté médical. Fait qu'on avait peur que ça prenne un biais trop médical, qu'on veuille encore médicaliser les enjeux au lieu d'apporter des solutions qui sont vraiment inclusives puis adaptées aux réalités des personnes, principalement nous les jeunes, qui sont concernés par ces enjeux-là. Fait que, ça a été un premier point qui nous a vraiment beaucoup inquiétés dans cette, ça, puis aussi du fait qu'il allait consulter autant des groupes anti-trans que des groupes pro. Fait que ça fait aussi que t'entends les deux côtés, mais ça fait que t'entends aussi un discours qui peut être très dommageable. Ah, bon. L'autre point qui nous inquiétait, dans le fond, c'est qu'il y en a déjà plusieurs problématiques dans les centres jeunesse, notamment le outing aux parents, le refus de transition, qui sont bloqués pour les raisons de santé mentale, puis la priorisation du genre abstrait à la naissance pour les jeunes. Ce qui fait que déjà, c'est des enjeux qu'on voit dans des espaces de services publics. Là, ça fait que qu'est-ce que le rapport de SAGE allait étudier, c'est si ça allait directement encore plus impacter ces jeunes-là, alors qu'il y a déjà des problématiques qui ne sont pas adressées. Puis aussi, au moment où le comité des sages a commencé, il y avait plusieurs provinces qui ont pris des mesures pour restreindre les droits des jeunes trans et non-binaires, notamment le Nouveau-Brunswick puis l'Alberta qui forçaient le outing aux parents. Puis c'est ça. Il y avait aussi à ce moment-là, là, je sais plus si c'est rendu que ce sont-là parce que j'ai perdu le fil, mais il y avait la SAC qui était prête et équipée pour mettre la mention X sur le permis de conduire, puis les assurances maladie, mais que la mention avait été bloquée dans le fond, puis que à remise dans 10 ans. Fait que déjà, il y avait des choses qui commençaient qui étaient un peu inquiétantes. Puis là, plus récemment aussi, il y a toute la situation aux États-Unis avec Trump, notamment qui a déclaré qu'il y a seulement deux genres, qui a coupé le financement pour les études face au, quand ça mentionne non-binarité, trans. Donc, tout ça fait que ça fait que déjà, il y a ça aussi qui nous inquiète dans toute cette situation-là. Puis dans le fond, le lien avec la médicalisation, ben, c'est que de plus en plus de jeunes, tu sais, ils vivent des questionnements liés à leur identité de genre, puis ça se reflète, tu sais, comme un phénomène social, mais c'est pas un problème de santé mentale nécessairement. Puis ça cause quand même beaucoup de détresse chez les jeunes. Euh, Puis on parle, tu sais, vraiment du manque d'inclusion, de la remise en question de leur vécu, les discours négatifs sur l'espace public, puis le fait que la remise en question de même leur droit est sur l'espace public et est remis entre des mains de personnes qui sont pas concernées. Puis, la médicalisation des enjeux de genre, dans le fond, ça reflète un processus par lequel des vécus identitaires comme le questionnement de genre, la non-binarité ou les démarches de transition sont interprétés, traités à travers la grille biomédicale. Fait que, tu sais, on va chercher des diagnostics ou prendre des traitements au lieu vraiment de comprendre qu'il s'agit avant tout de réalité sociale et identitaire. Puis, on va tendance à médicaliser ces enjeux-là. Puis, on va aussi regarder médicalement pour invisibiliser les besoins réels des jeunes, comme l'inclusion, la reconnaissance, le respect. Puis, on va contribuer à la stigmatisation plutôt qu'à leur bien-être. Puis on a une statistique qu'on met souvent, là, vous avez tout dû voir la passer, mais chez les jeunes personnes trans qui sentent un appui solide de la part des adultes significatifs qui les entourent, le taux de suicide chute de 93%. Fait qu'on voit que le fait de l'acceptation de beaucoup plus est dans l'inclusion, c'est vraiment la meilleure solution plus que de médicamenter des enjeux comme ça. Fait que là, le rapport des sages est tombé. C'est quand même, c'est comme je dis, il y a vraiment beaucoup il y en a vraiment beaucoup de recommandations, il y a vraiment beaucoup d'informations aussi. Parce pour vrai, ils n'ont pas fait un gros travail de vulgarisation, là. J'ai l'impression qu'ils ont tout mis ce qu'ils ont trouvé dans les 2 dernières années. Si jamais ça vous intéresse, par exemple, il y a deux super belles analyses que j'ai lues
qui est le conseil LG, mon Dieu, j'ai pas du tout écrit la bonne affaire, mais LGBTQ, qui ont sorti, dans le fond, il y a aujourd'hui, que j'ai lu aujourd'hui, qui est quand même vraiment très intéressant. C'est un essai critique. Puis il y a aussi la juriste Céleste Trianon qui a sorti une super belle aussi analyse par rapport plus aux droits, puis par rapport à la menace qu'il peut avoir sur les droits directement. Si jamais ça vous intéresse, on pourra vous les envoyer, mais elles sont quand même vraiment très intéressantes à résumer parce que c'est quand même long, 300 pages à lire. Fait que comment je vous les ai classées? Dans le fond, je vous les ai classées en les recommandations qui nous inquiètent dans le rapport. Les ai classées par les recommandations qui sont OK, parce que je ne voulais pas dire bonnes, parce qu'elles sont pas très bonnes, elles sont juste OK, mais qu'il va falloir surveiller. Puis je vous ai, après ça, fait un autre classement par rapport à ce que la ministre Biron, qui est la ministre de la Famille, qui chapeauterait le comité des sages, a sorti par rapport à sa lecture du rapport dans sa conférence de presse par rapport à ça. Fait que la première chose qui nous inquiète dans le rapport vraiment, c'est le fait qu'on accorde vraiment beaucoup d'importance au sexe biologique, notamment dans tout ce qui va être à l'éducation de la sexualité, mais notamment aussi par rapport à plein de choses pour, c'est comme ça qu'ils divisent, comme la compréhension, t'as genre les sciences biologiques puis le genre, mais le terme qui était beaucoup plus favorisé par la communauté, c'est le sexe attitré à la naissance. Puis quand tu parles de sexe biologique, ça là que ça, des fois, ça, c'est un discours un peu plus anti-trans. Fait que ça peut être problématique dans comment maintenant les choses vont être nommées parce que notamment c'est quelque chose qui est très triggerant pour certaines personnes. Fait que ça va être à voir comment ça va être abordé, mais tu sais, comme il parle beaucoup de ça. Tu sais, il y a beaucoup, en fait, il n'y a plus du tout sexe attirant à la naissance, c'est toujours sexe biologique et le genre. C'est comme ça qu'il traite les informations. Aussi, dans le fond, une autre chose qui inquiète vraiment, c'est qu'ils mettent vraiment beaucoup en opposition les droits des femmes cisgenres, donc les femmes nées ben, qui ont le sexe attirant à la naissance femme, et les femmes trans. Dans le fond, puis le problème avec ça, c'est qu'ils mettent beaucoup le fait qu'il faut assurer la sécurité des femmes cis au détriment des femmes trans. Fait que notamment, ils parlaient par rapport à des espaces, comme quand ils parlaient aux espaces non genrés, dans le fond, ils sont comme non, il faut qu'il y ait un espace à part, il faut protéger les femmes par rapport à ça, dans les sports féminins aussi, euh, par rapport aussi à l'hébergement d'urgence en itinérance. Fait que vraiment, les met beaucoup en opposition alors que les femmes trans sont des femmes, ils devraient être considérés avec le droit des femmes. Fait que, bref, voilà. Sinon, il y en a une que j'ai lue quand j'ai lu le rapport au complet, que je trouvais comme, qui n'était pas souligné beaucoup dans les synthèses que j'ai lues, mais que je trouvais intéressantes pour nous, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui ont argumenté que les gens sont trop militants, puis que, mettons, dès que les médecins, ils disent qu'ils essaient d'avoir des discussions avec les patients, on les traite automatiquement de transophobes. Fait qu'on voit déjà un peu aussi ce que nous, on entendait par les jeunes, que c'était très, très difficile, mais eux, ils trouvent que c'est nous qui sommes trop militants envers eux, puis qu'on les laisse pas nous discuter avec nous. Ce que je trouve aussi très problématique dans mon cas. Puis après ça, dans le fond, même si dans les soins, on parle vraiment beaucoup de l'importance du respect de l'identité de genre des patients trans, qui est mis de l'avant, ce qui est quand même bien, même si après ça, les médecins nous disent qu'on est trop militant. C'est là un peu des fois en opposition. C'est juste que, par exemple, dans les recommandations du comité, ça pourrait amener à des longues listes d'attente plus longues pour les soins transaffirmatifs, notamment que, ils veulent un peu rallonger le processus pour les jeunes trans afin que ça soit pas rapide, puis que ça soit vraiment, ils s'assurent que comme l'enfant est respecté dans toutes ses sphères, même si c'est vraiment plus parce qu'ils veulent essayer de calmer les parents qui sont fâchés, qui disent qu'on fait juste ça, mais des jeunes trans. Fait que ça fait que, puis notamment aussi, avec les adultes aussi, ils veulent mettre plus aussi de professionnels variés. Fait que c'est là de savoir, c'est pas clair comment ça va être mis. Fait que ça risque de peut-être créer des listes d'attente plus longues, compliquer certaines choses. Fait qu'il va falloir rester vigilant avec ça parce que c'est vraiment pas assez expliqué pour qu'on puisse vraiment mieux comprendre. Puis, mais par exemple, le rapport, dans le fond, ça, c'est par rapport à ce que j'ai lu ce matin au conseil, avec le conseil LGBTQ, qui disait que le rapport ne reconnaît pas les soins transformatifs comme des soins requis. Pour ce qui est des recommandations, ce qui est OK, mais qui reste à surveiller, dans le fond, il y a quand même quelque chose d'intéressant qu'ils disent, dans le fond, parce qu'avant, on parlait vraiment moins de ça, mais que pour eux, le soutien des gens aussi qui veulent détransitionner plus tard ou qui voudraient détransitionner, pour eux, ça s'inscrit dans la continuité de service qui est donnée aux personnes trans. Donc, c'est quelque chose qui est important à garder en tête. Donc, ils veulent vraiment plus l'aborder dans les cours, puis ils trouvent ça vraiment important de plus en parler, puis de plus informer
il y a une crainte que des arguments anti-trans puissent aussi se glisser parce que il y a quand même beaucoup de, notamment le sexe biologique, notamment le fait qu'ils veulent essayer de, ben, de mieux encadrer les jeunes qui veulent faire ça. Fait qu'il y a quand même une peur de comment ça va être mis de l'avant parce que c'est pas expliqué non plus vraiment euh, qu'est-ce qu'ils recommandent qu'il soit dit. Fait que c'est un peu des fois ça aussi. Puis sinon, la troisième chose, c'est qu'ils recommandent pas le dévoilement forcé aux parents comme au Nouveau-Brunswick et en Alberta. Fait que c'est vraiment bien en citant l'intérêt supérieur de l'enfant. Puis ils reconnaissent aussi quand même vraiment beaucoup aussi que l'appui parental, quand il est possible, c'est l'appui pas juste parental, mais l'appui d'un proche parent. Ben, quelqu'un qui est pas parent, mais quelqu'un qui, un proche, un proche, je Un pense. adulte significatif. Un adulte significatif, c'est ça. Ils reconnaissent que quand c'est possible, ça a un grand impact, mais que l'intérêt supérieur de l'enfant est plus important. Euh, Toutefois, il faut regarder parce qu'ils disent que ça va être quand même important. Ils veulent quand même fortement encourager les jeunes à informer leurs parents. Puis on sait que c'est pas tous les jeunes qui ont un espace pour pouvoir le faire. Puis c'est juste que comment ça va être mis encore une fois de l'avant. Tu sais, comme est-ce que genre parce que ça va aller dans les mains des gens qui vont accompagner ces jeunes-là. Fait à quel point ça va être fortement, tu sais, recommandé, comment ça va être mis, parce qu'ils disent que dans le fond, le fait de pas informer un parent, ça devrait être l'exception et non la règle. Fait que là, c'est là de voir aussi comment ça va être mis de l'avant. Puis, il parle quand même aussi beaucoup du droit parental. Euh, Même il cite l'intérêt supérieur du parent. Fait que c'est comme aussi deux choses qui sont très contradictoires, des fois un petit peu. Fait que c'est là que des fois, ça va voir comment ça va être la vraie recommandation va être faite. Mais par exemple, les gens que j'ai lus, les synthèses, ils disent au moins, ça ne fait pas croire qu'on va passer du côté d'Alberta, fait que ça nous rassure beaucoup aussi, puis ça va quand même rester le choix de l'enfant, du jeune trans, du jeune, en fait, de pouvoir décider qu'est-ce qu'il fait. Puis, finalement, il y a un enfant qui c'est comme doucereux, là, c'est comme bien et pas bien, là, mais dans le sens qu'il constate que la discrimination anti-trans fait en sorte que les personnes trans ont de la misère à avoir accès à des services d'hébergement d'urgence. Ils le mettent de l'avant. Ils disent, ils s'excluent, que les jeunes personnes trans s'excluent des services d'hébergement, mais moi, j'ajoute ou qui sont exclus. C'est mon ajout à moi personnellement parce que ça m'a un peu gossé comme formulation. Mais encore une fois, pourquoi je dis que c'est comme bien, pas bien, c'est qu'encore une fois, par exemple, ils disent, mais faut penser quand même aux femmes cisgenres. Puis, fait eux sont comme nous, faut penser à vouloir protéger les milieux qui ne veulent pas s'ouvrir et encourager les milieux qui sont prêts à s'ouvrir pour les femmes trans. Fait que là, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est encore un peu flou. Mais au moins, c'est ça. Ils recommandent, eh ben, ils constatent vraiment que qu'il y a une discrimination. Fait que, tu sais, c'est déjà une avancée pour ça. On le savait déjà nous, mais qu'eux, là, ils le remarquent. Puis, ils ont aussi beaucoup parlé, en fait, de la stigmatisation que les personnes trans et non-binaires vivent dans le rapport. Fait que ça aussi, c'est quand même bien at large dans le rapport, ce qui a été nommé. Le ton des réactions au rapport a changé à la suite de la conférence de presse de la ministre. Suzanne Roy parle du rôle des parents dans la transition de leurs enfants, sans mention du principe phare du meilleur intérêt de l'enfant, néanmoins prôné dans le rapport du dit Comité des sages, et mentionne vouloir maximiser le rôle des parents dans ces transitions. Elle accepte librement le paradigme utilisé par le Comité des sages, en ce que les droits des femmes et ceux des personnes trans sont, par définition, opposés les unes et les autres. Elle mentionne il y en a deux sexes, hommes et femmes, deux sexes biologiques, il y a le genre, transposant la notion de sexe assigné à la naissance à sexe biologique. La ministre Roy a promis de transmettre le rapport au ministère concerné pour qu'elle puisse créer des directives. Il y a la remise en question du consensus scientifique qui existe déjà au sujet des standards de soins pour les personnes trans. Madame Roy conclut qu'il n'existe carrément pas de consensus scientifique au sujet des dits soins. Elle mentionne vouloir maintenant mandater l'INS et l'INSPQ, des organismes publics en santé et services sociaux, à encore davantage étudier ces soins. Suzanne Roy s'insurge contre le consentement éclairé, notamment faisant allusion à l'épisode de désinformation anti-trans Transexpress et dit vouloir mettre fin à la prescription en 15 minutes. Le message retenu, que le gouvernement serait mieux placé que les personnes trans pour trancher sur les enjeux touchant les personnes trans. Nous resterons donc attentifs et attentives à la suite des choses en espérant que nos inquiétudes ne se concrétiseront pas dans les décisions à venir.